différents agendas ont quand même pu dégager le temps d'être avec nous ce matin. Merci donc à Monsieur Enoch Welemba de Equality Now et de SOA également. Il est avec nous. Merci également aux différents intervenants et aux différents intervenantes qui ont déjà répondu présents par leur appel. Nous allons commencer dans 4 minutes très exactement, le temps que d'autres participants nous rejoignent. Merci et à tout à l'heure. À nouveau, bonjour à toutes et à tous. Comme je le disais, nous allons commencer dans 3 minutes. Et je crois qu'il est l'heure. Alors, ce matin, ce qui nous réunit, c'est une initiative du Réseau des femmes leaders pour le développement, qui est essentiellement le lancement du manuel des survivantes des mutilations génitales féminines que le RFLD a produit. Un certain nombre d'activités vont meubler ce lancement-là, que je rappelle est en train de se réaliser le jeudi 16 juin 2022, qui n'est rien d'autre que ce jour où l'humanité entière, où l'Afrique entière célèbre la journée de l'enfant africain. C'est certainement une journée choisie à dessein pour faire ce lancement-là. Alors, qu'est-ce qui va donc meubler les activités de ce lancement? Nous aurons en un premier temps l'allocution de la toute première autorité du RFLD, Madame Aguet Dossi-Sekono-Gloria. Nous aurons ensuite l'allocution du chef service jeunesse de la mairie de Porto Novo. Nous aurons l'instant tant entendu avec l'assistante de la présidente du RFLD, Madame Belinda d'Almeida, qui se chargera de vous présenter le manuel dont il est question. Et nous allons finir ce lancement par vos diverses questions, préoccupations et par un mot de clôture de la présidence du RFLD. Alors, j'espère que vous me recevez bien et j'espère surtout que les dieux de la technique seront avec nous ce matin.
Nous allons donc y aller et entrer de plein pied dans le vif du sujet ce matin. Les mutilations génitales féminines constituent une violation fondamentale des droits des femmes tels qu'ils sont encore énoncés dans de nombreuses conventions internationales. Celle que je m'apprête à introduire est la toute première autorité du RFLD. Elle a compris et a donc initié cette manifestation qui a pris corps ce jour. Si nous étions en présentiel, j'allais vous demander d'ovationner afin de permettre à la présidente du RFLD, Madame Aguet Dossi Sekounou Gloria, de nous rejoindre pour son allocution. Madame la Présidente, si vous êtes là et si vous nous recevez, merci de prendre la parole pour dire votre allocution. Merci beaucoup, Madame Laurence. C'est un plaisir de vous entendre ce matin. Bonjour à tous. Bonjour, chers invités, chers intervenants. Bonjour, Monsieur Enoch Welemba de Equality Now, SOA. Alors, bonjour, chers membres du staff. Nous sommes tous connectés ce matin pour le lancement de notre manuel, notre œuvre, réalisée grâce à notre partenaire AWDF, le recueil des survivantes des mutilations génitales féminines, MGF au Bénin. Nous conduisons ce projet grâce à AWDF cette année et nos actions sur le terrain ont permis des enquêtes et des recueils qui ont conduit à ce manuel, au lancement de ce manuel ce matin. Alors, partout dans le monde aujourd'hui, 16 juillet, qui symbolise la journée de l'enfant africain. Je passe par ce canal pour dédier cette œuvre à toutes les filles qui ont subi une mutilation. Et nous rappelons que nos actions persistent pour rompre et abolir cette pratique à l'égard de toutes les filles et femmes, car les mutilations génitales féminines, comme nous le savons si bien, portent atteinte à la dignité humaine et à l'intégrité de la femme et de la fille. Alors, le RFLD et AWDF se sont solidement unis pour mettre fin à cette pratique néfaste grâce à notre projet Stop aux mutilations génitales féminines. D'après nos recueils et témoignages de nos survivantes lors de nos enquêtes, nous pouvons constater l'amertume, l'instabilité émotionnelle, la douleur, le ressentiment de ces femmes qui sont mères et épouses insensibles aujourd'hui. En tant que femme, c'est triste et déplorable. L'une des survivantes affirme, je cite, elle affirme à l'unanimité que devenir mère pour elle reste une grâce de Dieu et que c'est la seule chose qui les encourage à demeurer dans leur foyer. Elles sont désormais déterminées à ce que leurs filles ne subissent point le même traitement inhumain, car les mutilations génitales féminines sont un frein à l'avenir des filles, aggravent la pauvreté, peuvent forcer les filles à quitter l'école, peuvent être traumatisantes.
Les mutilations contribuent à une violation des droits des filles et des femmes. Fin de citation. Nous savons que la femme est un maillon important pour le développement d'une nation. Et une femme qui est instable, une femme qui est meurtrie, une femme qui garde des douleurs et des séquelles ne peut qu'engendrer la douleur. Qu'en est-il alors de l'éducation de nos filles? Nous voulons dorénavant un esprit sain dans un corps sain. Le RFLD ne baissera jamais les bras. Nos actions demeureront toujours. Ensemble, nous continuerons la lutte contre les pratiques néfastes telles que les mutilations génitales féminines. Je passe également par ce canal pour dire sincère merci à notre partenaire AWDF qui a permis ces actions à travers son soutien technique et financier au RFLD. Vive le RFLD! Ensemble, disons stop aux mutilations génitales féminines. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Présidente du RFLD. J'ai retenu une phrase qui m'a beaucoup touchée. C'est celle-ci. Nous voulons dorénavant un esprit sain dans un corps sain d'ici. Madame la Présidente du RFLD, merci beaucoup pour votre allocution très enrichissante. Alors, sans transition, nous allons évoluer dans le programme et annoncer Monsieur Eulesh Tonyon-Meyi. Monsieur Eulesh Tonyon-Meyi, je le rappelle, représente ici la toute première autorité de la municipalité de Porto Novo qui est certainement empêchée. Il est le chef du service jeunesse de la mairie de Porto Novo. Monsieur Eulesh Tonyon-Meyi, si vous êtes avec nous et vous nous recevez, merci de prendre la parole pour votre mot. Merci beaucoup, vous me recevez? Oui, nous vous recevons. Monsieur Eulesh, nous vous recevons. Votre micro est fermé. C'est bon maintenant, je crois. Monsieur Eulesh, vous avez votre micro qui est fermé. Ah bon? C'est bon maintenant, le micro est ouvert, allez-y. Voilà. C'est bien. Voilà. Donc, je disais bonjour à tous et bonjour à tout le monde, bonjour aux participants. Je suis Eulesh Tonyon-Meyi, chef service éducation, jeunesse, sport et loisirs de la mairie de Porto Novo. Je représente ici le maire ici empêché. Alors, Madame la présidente du RFLD, Madame la représentante de African Women's Development Fund, Monsieur le représentant de Equality Now. Au nom du conseil municipal de la ville de Porto Novo, je voudrais vous remercier pour l'action qui se mène contre les MJF. Immense est notre joie de prendre la parole ce jour, jeudi 16 juin, marquant la journée de l'enfant africain et également le lancement du manuel sur les suivants des MJF. C'est le lieu de remercier vivement le RFLD et AWDF pour cette confiance qui ne cesse afin de travailler dans l'éradication de ces fléaux qui constituent les violences faites aux femmes. Alors, après les étapes de terrain, tout l'honneur est pour le conseil municipal de participer ce jour au lancement du manuel sur les suivants des MJF. Et nous n'avons pas trop discouru. Nous allons remercier sincèrement le FLD et AWDF. Et que vive AWDF,
vive RFLD et stop aux mutilations génitales féminines. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Lechtoyomei, que je rappelle représente ici la première autorité de la municipalité de Porto Novo. Merci pour votre mot. Alors, nous allons avancer dans le programme de ce lancement-là et aller maintenant au moment tant entendu, donc, c'est-à-dire la présentation du manuel des survivantes des MGF que le RFLD a produit avec le soutien de son partenaire AWDF. Cette présentation sera assurée des mains de maître par Madame Belinda d'Almeida, que je rappelle ici est assistante de la présidente du RFLD. Madame Belinda d'Almeida. Oui, bonjour à tous. Je vais commencer par partager mon écran d'abord. Vous me direz si vous le voyez. Vous le voyez? Oui, c'est bon. OK. Donc, bonjour à tous. Je voudrais d'abord commencer par remercier la présidente, Madame Aguet, pour sa détermination dans toutes les causes qu'elle mène. Mais j'aimerais aussi remercier ceux qui leur permettent de le faire, à savoir leurs partenaires AWDF qui nous ont permis donc de mener cette enquête dans le nord du Bénin. Un dernier mot à l'ensemble des collaborateurs donc, qui ont permis aussi l'élaboration de ces actions. On est réunis aujourd'hui pour aller au cours d'un sujet qui est particulièrement troublant, celui de la lutte contre le phénomène des MGF. Bien vrai, de nombreux efforts ont été faits en matière juridique dans le cadre d'adoption de nombreuses lois, comme la loi de 2003, qui ont renforcé donc, les luttes contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Néanmoins, on constate encore que cette lutte demeure particulièrement vive, notamment au nord du pays, où donc la proportion de MGF s'y localise toujours et continue de s'y perpétrer. Donc l'action du RFLD s'est voulue multiple, je dirais, et ciblée. Avoir contact donc, avec ces jeunes femmes, avec ces jeunes victimes, mais aussi prendre contact avec le milieu de ces communautés et donc aller à la rencontre des différents acteurs qui contribuent à ce phénomène, comme le roi, les acteurs sociaux ou encore des représentants religieux. Aujourd'hui, cette présentation, elle consistera vraiment et principalement donc, à mieux comprendre le rôle essentiel que jouent les enquêtes dans le cadre de lutte contre les MGF, aussi bien pour les acteurs associatifs, en l'occurrence le RFLD, que pour les populations concernées, donc les populations ciblées auxquelles sont destinées les sensibilisations. Dans un second temps, nous tenterons donc de mieux appréhender en quoi ces enquêtes et ces témoignages nous permettent de constater l'évolution des pratiques, mais aussi les différents impacts qu'ils peuvent avoir sur les liens sociaux au sein des communautés concernées. Et enfin, j'aimerais que nous dégagions vraiment les éléments essentiels qui nous permettront donc d'établir des réponses et des actions en faveur de l'éradication des MGF. Donc, pour commencer, j'aimerais revenir sur d'abord une petite présentation du recueil. C'est un manuel qui fait à peu près 90 pages. Et donc, au sein de ce manuel, on retrouve le témoignage de 39 braves femmes. 39 braves femmes qui ont accepté de partager leur histoire avec les membres délégués du RFLD. 39 histoires qui sont totalement différentes, mais à la fois très similaires, sur la vive douleur et la violation que représentent les MGF, aussi bien en termes physiques qu'en termes psychologiques. Donc c'est un recueil qui est ici particulièrement précieux et je dirais même rare. Pourquoi? Parce qu'au sein de ce recueil, nous avons non pas seulement le témoignage de ces femmes-là, mais aussi le témoignage d'anciennes exciseuses. Donc on a l'envers du décor et la profondeur des situations au nord du Bénin. Donc, de la plus jeune concernée qui a à peu près 6 ans lorsqu'elle est excisée, à la plus âgée qui a environ 30 ans au moment des faits,
toutes ces femmes ont eu le courage de partager avec nous l'un des moments les plus intimes de leur vie, l'un des moments les plus traumatisants de leur vie, à savoir leur excision. Donc, c'est ce que les membres délégués du RFLD ont cherché à comprendre, et donc c'est pourquoi ils sont allés à leur rencontre, que ce soit en petit groupe ou même de manière collective, afin de les emmener à partager avec nous leurs expériences. Et donc, je voudrais commencer par le rôle essentiel que tiennent les enquêtes et donc la mission, ce qu'on appelle la mission au plus proche des communautés. Il faut savoir que les enquêtes et les témoignages sont des supports qui sont essentiels dans le cadre de lutte, notamment dans ce type de pratiques, d'autant plus que ce sont des pratiques qui résultent de la sphère privée. Ce sont des pratiques qui sont volontairement rendues invisibles donc par les populations concernées. Et donc, à travers la rencontre avec ces communautés-là, on obtient des supports qui sont indispensables et essentiels pour mettre en place une sensibilisation. Donc, c'est des supports qui sont essentiels pour les OSC, mais qui sont aussi essentiels pour les acteurs associatifs. Et donc, à partir de là, qui peuvent leur permettre d'affiner et de surtout élaborer des directives ou des actions qui permettront de répondre au mieux aux besoins des populations concernées. Donc, les missions au plus près des populations, c'est d'excellents moyens de pouvoir appréhender le phénomène que l'on dénonce. L'idée des entretiens se veut toujours respectueux du principe d'action des ONG, à savoir porter assistance aux populations vulnérables, mais aussi en garantir leur sécurité, notamment en ne révélant pas leur identité. Donc, il faut savoir que privilégier cette approche par le bas permet de favoriser une meilleure connaissance du phénomène que l'on étudie, et ça permet aussi d'appréhender comment le phénomène se matérialise concrètement au sein de ces comités, d'en comprendre les facteurs, mais aussi d'en comprendre les différents conditionnements qui favorisent ces actes. Et ce qu'il faut retenir d'abord dans un premier temps, c'est que ce qu'on a pu tirer des témoignages des femmes de Kandy, c'est que les MGF semblent vraiment prendre leurs racines dans un caractère très traditionnel et communautaire. Donc, vous allez voir, et je vous invite à aller le lire, ce manuel, il y a des témoignages véritablement poignants, des témoignages tellement poignants que l'on se demande réellement si c'est réel ou s'il est question d'un récit dramatique que l'on lit. Non, parce que les témoignages sont assez cinglants sur la douleur, la vive réalité que ces femmes subissent. Et ces réalités ne sont perceptibles que lorsque l'on va au plus proche de ces communautés concernées. Et ça nous emmène vraiment à comprendre quel rôle jouent concrètement les témoignages dans le cadre de lutte contre les MGF, excusez-moi. Et donc, je voudrais vous dire que si je devais résumer cette pratique, je dirais que les MGF, c'est une pratique de femmes, pour les femmes, écoutez bien, mais contre la cause des femmes. L'importance des témoignages est fondamentale dans le cadre de lutte parce que pour les acteurs associatifs, ces supports représentent des données qualitatives et quantitatives qui sont indispensables pour évaluer le phénomène. Et donc, ce manuel qui est constitué représente une source de données précieuse pour tous. Et pour tous sur l'évolution de la pratique, sur les causes, les conséquences, mais aussi sur l'impact que cela a sur les rapports sociaux, je le répète. Donc, c'est aussi des données qui peuvent servir à de nombreux domaines que sont la santé, les sciences sociales, la sociologie, entre autres. Donc, il faut comprendre que c'est un support essentiel. Mais ce que je voudrais vous dire d'abord sur ce recueil, c'est que bien que les histoires soient totalement différentes les unes des autres, il y a quand même de nombreuses similarités qui ressortent de ces témoignages. Et je pense qu'à la lecture de ce recueil, vous serez d'accord avec moi pour affirmer l'idée selon laquelle cette pratique continue à perdurer dans le temps parce qu'elle est aussi le reflet d'une certaine représentation sociale de la femme, une certaine représentation qui est déterminée, définie et qui est inférieure à la position de l'homme. Je m'explique, la femme est réellement le noyau de la famille, du foyer, mais elle est surtout en fait la propriété d'un homme. Donc sa principale responsabilité est qu'elle puisse donc tenir un foyer et répondre aux besoins
de ce foyer-là, même lorsqu'elles n'en ont pas l'âge et même lorsqu'elles ne connaissent à peine la vie, comme l'a dit une des survivantes. Donc, il faut savoir que dans ces communautés-là, c'est un peu cette conception-là de la femme qui persiste. Donc, toutes d'elles, en fait, n'ont à aucun moment le choix d'émettre une quelconque objection ou de s'extirper, en fait, de cette pratique. Vous verrez que sur les 39 histoires, une seule femme, une seule jeune fille a réussi à ne pas subir cette pratique parce qu'elle a réussi à dénoncer les faits, à prendre courage et à aller vers quelqu'un, une autorité qui a pu lui venir en aide. Néanmoins, les répercussions ont été terribles puisqu'elle a été en quelque sorte bannie de sa communauté ou en tout cas stigmatisée. Et donc, je voudrais revenir sur la petite histoire, sur la grande histoire, excusez-moi, de mademoiselle Koubarat qu'on a nommée dans le recueil qui, âgée de 12 ans, subira un mariage forcé à ses 14 ans, un an après avoir subi, excusez-moi, les MGF. Et donc, cette jeune fille, elle a été préparée en conséquence dans le but de marier un homme qui a l'âge de son père. Donc, Koubarat, en grandissant, s'est donc dit qu'elle va prendre la décision ferme de mettre à l'abri ses enfants et de les prémunir en fait de cette tradition qui va à l'encontre du bien-être de la femme. Et c'est pareil pour l'histoire de Grace, qui elle a été mutilée à 10 ans et qui donc 3 ans après est donnée en mariage à un homme très âgé aussi, et donc qui est abandonnée aux mains de cet homme. Elle a dû apprendre donc par la force de la nature à savoir tenir un foyer, à répondre aux besoins de cet homme, y compris à des besoins sexuels. Donc, elle raconte à travers son témoignage comment elle s'est sentie utilisée et instrumentalisée par ce dernier. Et ce n'est pas tout. Un autre fait très marquant au sein de ce témoignage, c'est qu'on sent véritablement un profond sentiment de déception, voire de déchirement pour ces victimes. Plusieurs d'entre elles ont débuté leur témoignage par la définition d'une pratique qui serait barbare, inhumaine, voire je dirais même limite diabolique. Et cette déception-là, c'est pas le seul ressentiment qu'elles ont, puisqu'il vient s'accompagner d'un profond sentiment de trahison. Un sentiment de trahison, pourquoi? Parce que ces pratiques sont perpétuées dans la quasi-totalité des faits par un proche parent. Donc, sur les 39 histoires narrées, tout était commis soit par la mère, soit par la tante, ou soit par la grand-mère. Ce qui contribue donc à intensifier le choc que produit cette pratique. Parce qu'au-delà des séquelles physiques, on a donc des séquelles psychologiques et morales. Et cela, ça se matérialise dans les rapports sociaux, au sein des communautés, au sein des rapports entre mère-fille, mère-tante, etc. Donc, je pense que l'histoire de Véronique Nda, vous irez la voir, témoigne vraiment de ce ressentiment, de cette colère qu'elle éprouve à l'égard de sa grand-mère qui, dit-elle, lui a volé sa féminité. Donc, elle ressent littéralement de la haine pour sa grand-mère qu'elle accuse d'avoir gâché sa vie. Et c'est pareil pour Pauline, qui est âgée de 30 ans lorsqu'elle subit cette mutilation et qui raconte avoir perdu la vie de son bébé par la même occasion. Donc, je cite, un couteau de perte. Donc, les MGF lui ont causé une hémorragie qui a causé la mort fétale de son enfant. Et que dire de la jeune femme qui a perdu sa sœur non pas parce qu'elle est morte, mais parce qu'elle est désormais atteinte de folie à la suite de son excision. Et des témoignages comme ça, il en regorge. Des situations comme ça, il en regorge. Et donc, ce sont ces témoignages qui permettent de mettre en lumière ces états de choc, cette trahison que représente cette pratique. Alors que supposément, la famille est censée être un cercle de confiance, un endroit où on peut trouver la sécurité. Et donc, ça nous emmène à savoir réellement comment les entretiens contribuent à changer véritablement et profondément et favorablement plutôt les communautés. Il faut savoir que bien au-delà de la compréhension du phénomène que l'on peut avoir à travers les témoignages, ces supports aussi permettent, comme je vous l'avais dit, de penser, de repenser l'action favorable des communautés. Et je pense que c'est à travers la libéralisation de la parole de ces femmes-là
qu'on les invite à elles-mêmes activement participer au changement. Et je voudrais citer une jeune fille qui a été excisée à l'âge de 7 ans et qui a été mariée de force à 12 ans, qui explique que contrairement à ce que disent les gardiens des traditions, la mutilation génitale féminit la femme. Et ça, c'est une citation que je trouve très pertinente et très courte, mais qui révèle exactement ce que constitue cette pratique pour ces femmes-là. Et donc, cette jeune fille, après avoir subi elle-même les MGF, a décidé donc de fuir dans une autre commune, pour prémunir sa fille, afin qu'elle ne subisse pas donc le même sort. Donc, que les victimes elles-mêmes puissent prendre la parole et affirmer la négativité de cette pratique permet de rendre crédible le combat et permet aux acteurs associatifs de mener le combat envers aussi les politiques. Et donc, je pense que grâce à ces témoignages et à la rencontre des acteurs concernés, on obtient aussi des informations que l'on ne pourrait obtenir nulle part, même pas dans les livres. On a pu le constater d'ailleurs, puisque un des agents du centre de promotion sociale à Kandy qu'on a rencontré, M. Dagbeto Eric, nous a expliqué d'ailleurs 2 phénomènes très importants sur cette pratique que l'on n'aurait pas pu avoir si ce n'était par son témoignage. Il explique d'abord que les filles ont tendance à être mutilées hors des villes, puisque des réglementations ont été mises en place juridiques pour lutter contre ce phénomène. Les exciseuses ou les communautés ont tendance à aller même dans des contrées limitrophes pour réaliser leurs pratiques. Mais il nous a aussi expliqué que les pratiques tendaient elles-mêmes à se modifier dans le temps, puisque donc le renforcement juridique mis en place dans le pays obligeait aussi les exciseuses à adapter leurs pratiques. Et donc, pour éviter de se faire remarquer, on n'a plus forcément tout de suite recours aux ciseaux, mais on peut enduire le sexe de la jeune fille en bas âge avec une concoction qui est gardée bien secrète, vous l'imaginez, et qui donc détruit les nerfs présents dans le clitoris de la jeune fille. Donc, ça me permet de vous rappeler que l'invisibilisation en fait, de la pratique ne signifie pas l'absence de cette dernière. Donc, réaliser en fait les MGF de manière clandestine serait 2 fois plus dangereuse pour ces jeunes filles, puisque la peur de la justice et donc la peur de la sanction pousserait même certaines familles à ne pas réagir lorsque la santé de la jeune fille serait en danger, et ce qui pourrait même entraîner la mort de certaines d'entre elles, et vous le verrez dans les témoignages qui ont été réalisés. Et donc, je pense que ce recueil, il permet d'aller au-delà de l'information à donner aux personnes concernées, au-delà de la sensibilisation. Il nous permettra aussi d'être un support puissant pour toucher les politiques sur la cause. Et je sais que bon nombre de personnes concernées par les MGF ne sont pas forcément alphabétisées ou ne sont pas forcément scolarisées, mais je pense qu'il est possible de prévoir une adaptation dans ce sens. Il est possible de penser, par exemple, des supports audio, le recueil de certaines citations chocs à afficher et à traduire surtout en langue traditionnelle, ce qui permettrait donc aux populations et aux communautés concernées de prendre connaissance des véritables conséquences de ce phénomène qui est véritablement tabou. Et on en vient à notre dernier point, qui est celui de savoir dans ces cas-là, que faudra-t-il retenir de ce recueil? Je pense que ce qui est important, c'est de savoir que les MGF représentent un danger pour les jeunes femmes. Les MGF constituent une menace pour l'intégrité physique et psychologique, qu'elle est destructrice pour les liens familiaux, et surtout, et par-dessus tout, ce qu'il faut retenir, c'est que la lutte contre les MGF continue. Mais ce n'est pas juste la lutte contre les MGF, c'est la lutte contre les violences faites à l'égard des femmes. C'est la lutte contre des représentations limitantes à l'égard des femmes au sein de nos sociétés. Donc l'analyse de différents témoignages ont laissé apparaître véritablement une réelle forme de prise de conscience pour ces femmes-là. C'est-à-dire qu'on remarque de plus en plus que ces femmes ont réellement conscience de la violation dont elles font l'objet. Elles réalisent qu'on leur a volontairement ôté leur liberté physique et leur liberté sexuelle et leur intégrité en tant qu'être humain. Donc, plusieurs d'entre elles ont évoqué beaucoup leur frustration qu'elles avaient au niveau sexuel. Je n'ai pas voulu trop en parler, mais lorsque l'on parle de destruction du lien, c'est que ça détruit des familles, des foyers. J'ai une histoire particulièrement choquante d'une femme qui raconte que son mari lui a demandé de cuisiner une sauce. Ce jour-là, il lui a demandé de cuisiner cette sauce sans sel, sans assaisonnement.
et elle lui a servi. Et il lui a dit non, qu'il ne voulait pas la manger, il lui a demandé de la goûter elle-même. Et après l'avoir goûtée, il lui a demandé, alors, qu'est-ce que tu en penses, quel goût ça a? Bien évidemment, elle a répondu que ben, ça paraissait fortement insipide. Eh ben, il lui a répondu que son sexe avait le même goût que cette sauce. Donc, vous voyez l'état de choc émotionnel, le traumatisme que cela provoque sur la femme, le manque de confiance que cela emmène à la femme. Et il y a aussi l'histoire de Christelle qui est particulièrement désolante et qui s'est résolue à admettre la possibilité que son mari puisse avoir une deuxième femme. Effectivement, le fait de ne pas procurer de plaisir à son mari ne lui permettait pas de s'y opposer. Et elle a confié que jusque-là, elle n'avait eu des rapports charnels qui n'avaient que permis de ressentir de la douleur au-delà du plaisir qu'elle était censée donc ressentir. Et donc, je veux dire que globalement, les MGF, au-delà du traumatisme physique qu'on peut ressentir à travers la narration des histoires des victimes, au-delà de cette grande déception et de cette trahison, on est sur un événement, une pratique qui dure à tout casser 10 minutes dans leur vie, mais qui suffit à détruire le reste de leur existence. Et je pense que ces témoignages réaffirment aussi l'importance et l'utilité des missions qui sont réalisées par les ONG et en particulier ici par le travail du RFLD et de ses partenaires pour le travail qu'ils mènent en faveur du rétablissement du droit de ces femmes. Et je pense par la même occasion que libérer la parole de ces femmes opprimées renforce la sensibilisation et notamment rien que par la présence des acteurs associatifs sur le terrain. Donc, c'est un outil qui est précieux pour continuer à sensibiliser les politiques sur l'importance aussi que les dispositifs juridiques puissent être effectifs et donc de leur garantir une réelle protection, non pas sur papier, mais en réalité. Et je voudrais dire qu'il faudrait aussi penser un meilleur accompagnement pour ces jeunes femmes. Il est bien de prévoir, il est bien de sensibiliser, de prévenir, mais il est aussi bien d'accompagner. Et ça, c'est encore un pan que l'on ne retrouve pas dans la lutte contre les MGF. Et donc, je voudrais conclure en disant que ce recueil de témoignages, ces femmes incarnent bien plus que des porte-paroles d'un récit tragique, d'événements tragiques, d'une vie tragique. Bien au-delà du cadre des MGF, ils font vraiment concevoir la lutte comme des MGF comme un moyen de venir à bout des violences basées sur le genre qui, rappelons-le, ne représentent qu'une seule forme de violence subie par les femmes. Les MGF ne représentent qu'une seule forme de violence subie par les femmes. Ça veut dire qu'au sein de ces VBG, on regroupe d'autres violences. Et comme vous pourrez le constater à la lecture de ces témoignages, d'ailleurs, les MGF ne sont pas la seule VBG subie par ces victimes, puisqu'elles subissent aussi le mariage forcé par la suite. Donc, on est ici sur des victimes qui sont les actrices du changement. Et je voudrais conclure par l'idée que c'est par leur voix que nos actions prennent un sens et de l'importance, mais c'est aussi par leur voix que nous pourrons justifier de la nécessité à ce que ce phénomène soit éradiqué. Et donc, je vous invite à suivre le lien qui est en dessous de ce PowerPoint afin de pouvoir prendre connaissance de ce recueil. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Beninga, pour votre présentation. Restez toujours avec nous. Nous allons à présent aborder la phase des questions. Nous demandons aux différents participants et participantes de bien vouloir s'extérioriser et faire part de leurs préoccupations ou questions suite à la présentation de ce recueil-là, qui est un manuel des survivants des MGF que le RFLD a produit, je rappelle, grâce à son partenaire AWDF. Si vous avez des questions, merci de lever la main pour que nous puissions vous accorder la parole. Oui, Madame Florence Eniayewu.
Merci beaucoup, Madame Arissou. Je suis Florence Enyayo, comme vous l'avez dit, je suis conseillère communale à Issoigny et j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt la présentation du manuel et c'est assez émouvant et ça fait réfléchir. Et je ne peux que remercier le RFLD pour l'action menée, aller à la rencontre des survivantes et vivre ces moments d'émotion avec elles. Pour moi, c'est un acte à encourager et c'est l'occasion de remercier tous les partenaires qui appuient les OSC pour voler au secours des citoyens et surtout, particulièrement pour ce projet-là, je tiens à remercier AWDF qui a accompagné ce réseau-là. C'est l'occasion pour moi de remercier la présidente pour tout le travail qu'elle fait au profit de la population béninoise. Vraiment, bravo, c'est un manuel très riche à travers les témoignages que j'ai écoutés maintenant. Merci à vous et bon vent. Merci beaucoup, Madame Florence. Nous avons compris que c'était une expression et en même temps un apport. Merci beaucoup pour votre intervention. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient s'extérioriser? Monsieur Enoch Wilemba, si vous êtes avec nous, nous voudrions quand même bien vous entendre afin de recueillir votre opinion sur, suite à la présentation de ce manuel-là par Madame Dalmeda. Très bien, merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Comme dit déjà, je m'appelle Enoch Wilemba. Je travaille avec Equality Now comme associé de programme. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui et je remercie AWDF pour avoir soutenu cette activité. Je n'ai pas lu le document, le manuel en entier, mais j'ai simplement regardé avec un œil d'oiseau. Et ce que je trouve, c'est que c'est un document très important. Et je dois dire félicitations à RFLD pour ce bon travail que vous avez fait. Et c'est d'après la présentation qui a été faite, c'est évident que nous avons encore les MGF en Afrique, ce qui est, vous voyez, c'est choquant parce que ça décale encore l'autonomisation des femmes, ce qui décale le développement général de l'Afrique, sur le développement économique, politique et ainsi de suite. Et donc, je dois remercier tout le monde qui fait partie de cette initiative pour assurer que nous avons effacé toutes les pratiques traditionnelles néfastes, y inclus les MGF. Et merci beaucoup d'avoir trouvé les... Ouais, on dit quoi là? Pour avoir assemblé ou élaboré ce recueil des survivants qui pourrait être très important à savoir exactement ce que nous devons faire, à qui nous devons parler, à quoi nous devons faire, ce qui nous manque pour s'engager et assurer que ce défi est éradiqué. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Enoch Wilemba, qui, je rappelle, est du côté de Equality Now et de SOAR. Merci de vous être exprimé et merci surtout d'être resté avec nous jusqu'à ce moment-là. Nous tendons très lentement vers la fin et avant de donner la parole à la première autorité du RFLD pour son mot de clôture, je voudrais quand même demander s'il n'y a éventuellement pas d'autres intervenants ou d'autres préoccupations suite à la présentation de ce manuel-là. Je rappelle que le lien du téléchargement du manuel est affiché dans le chat et bien après le lancement en ligne, vous pourriez également la voir au niveau du secrétariat du RFLD.
Visiblement, il n'y a pas d'intervenants ni de préoccupation. Nous allons donc donner la parole à la présidente du RFLD, Madame Gloria Aguet-Dossi, pour son mot de clôture suite au lancement du manuel des suivants des MGF, que je rappelle est chose effective ce jeudi 16 juin 2022. Madame Gloria, si vous êtes avec nous, merci de prendre la parole. Merci beaucoup, Madame Laurence. Merci à Madame Florence pour son expression. Merci à Monsieur Enoch Welemba, le Equality Now SOA, pour son intervention. Merci Madame Laurence Arissou pour votre apport également pour la facilitation de notre lancement. Et je répète que toutes ces histoires dans le recueil sont des vécus de ces femmes-là. Et cet état de choses touche particulièrement la sensibilité de tout être appelé femme. Et les MGF sont et demeurent une pratique à éliminer et supprimer. Car c'est un choc à vie que trimballent ces survivantes. Et ceci doit nous pousser à multiplier nos actions, pas seulement le RFLD, mais toutes les organisations qui œuvrent pour la promotion des droits des femmes, pour la dignité humaine et pour la sécurité humaine. Nous devons multiplier nos actions pour soutenir ces femmes victimes, apporter leur voix dans le monde entier, pour éradiquer, pour neutraliser et pour dire stop à ces pratiques néfastes. Car nous mènerons toujours la lutte contre toute forme de violence subie par la femme. Une femme libre et épanouie égale à une nation prospère et développée. Merci à vous, chers intervenants. Merci à AWDF. Merci à nos collaborateurs et partenaires. Passez une excellente journée et à nos revoir. Merci. Merci beaucoup.